Cédric, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission du Data Sommelier. Aujourd'hui, on va parler d'un produit que beaucoup aiment, c'est DBT, mais dans un contexte de grande entreprise comme Orange. Voilà, donc tu as eu l'occasion de mettre en œuvre des projets data et d'utiliser entre autres DBT, on va en parler. Et tu es là un peu pour donner ton retour. Comment tu as mis en œuvre l'outil, ce que tu n'aimes pas, et on va en parler tout simplement. Tout à fait. Bah, merci de m'accueillir. Et oui, juste pour me présenter un tout petit peu, je suis Cédric Olivier. Je suis dans la data depuis une vingtaine d'années et je suis passionné par tout ce qui est open source, avec de nombreuses contributions en dehors de la data également. Voilà. Alors, Orange, c'est un très grand groupe en fait, ça peut être sympa effectivement que tu nous situes où tu te trouves, hein, parce que Tout à fait. c'est une galaxie. On est à combien d'employés chez Orange? Est-ce qu'on compte encore le nombre d'employés chez Orange? Ah, ou alors, bah, après, enfin, comment dire? Je pense que donner le chiffre comme ça veut pas dire grand-chose, par rapport à notre contexte parce que, le nombre d'employés, c'est pas que les enfin, il y a des employés qui sont pas informatiques et ainsi de suite. Ouais. Enfin, aujourd'hui, enfin, et puis j'ai pas les chiffres en tête d'ailleurs du périmètre qui nous concerne. Mais oui, il y a du monde, oui, oui. Donc, tu nous as voilà, tu nous as fait en intro un petit peu comment dire ça? L'overview d'Orange et où tu te situes, hein? Exactement. Donc là, aujourd'hui, alors chez Orange, la data, elle est pas obligatoire. Enfin, on va la retrouver un petit peu partout. C'est-à-dire qu'on va retrouver au niveau d'Orange, il y a des filiales. Donc il y a Orange Innovation qui appartient au groupe et qui va donner des recommandations à l'ensemble des filiales du groupe. Moi, je fais partie de Orange France et au sein de Orange France, on va retrouver deux grands domaines. Le grand public que bah, tout le monde connaît, hein, voilà, euh, qui est très important, et en volume et en nombre de personnes qui y travaillent. Et on va retrouver un élément qui est le monde B2B, qui lui est encore séparé en différents cas de figure. C'est-à-dire qu'on va retrouver les grands comptes qui sont internationaux et qui ne sont pas gérés par Orange France, parce que qui dit international dit Orange Business. On va retrouver les entreprises qui sont justement là, la frontière, elle est en fonction des cas d'usage, etc. Elle est un peu plus. C'est pour ça que je l'ai mis au milieu, elle est un petit peu entre les deux. Et puis on va retrouver les pro PME, donc qui sont un petit peu plus proches dans la démarche que le grand public, parce qu'on est sur des contrats qui sont standardisés, etc. On est moins sur la personnalisation qu'on va pouvoir trouver sur des grands comptes. Et donc moi, mon domaine d'intervention, c'est justement ces pro PME, parce qu'ils sont éligibles au cloud public. Et donc, moi là, je suis tech lead d'une équipe sur justement la mise en place de toute la partie data sur le cloud public. D'accord, donc effectivement, un grand groupe, des métiers qui peuvent être très différents au sein des différentes organisations. Et donc, toi, effectivement, tu fais un zoom aujourd'hui sur Pro PME, hein, c'est ça? Exactement, c'est ça. D'accord. Et tu vas nous parler un petit peu de comment ça se goupille quand tu as un projet data et quelles sont la mécanique d'approche pour peut-être choisir les outils, faire l'époque, etc. Alors, ouais, moi j'ai eu enfin, on a eu de la chance là. C'est-à-dire que justement, dans le cadre de notre Move to Cloud, enfin, au moment où on a décidé d'aller sur le cloud, alors on a choisi Google Cloud Platform, et j'ai eu la chance de pouvoir partir d'un projet vierge. C'est-à-dire que je ne me suis pas retrouvé dans la configuration où on doit migrer un existant. Ouais, Et ça m'a permis de pouvoir me dire vers quoi on voudrait aller, c'est quoi une stack moderne, et c'est ce que je vais présenter après là justement. C'est dans l'idée, j'ai j'ai pas eu le poids d'un héritage à migrer. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que notre premier use case, ça a été un use case neuf, et donc on a pu se dire bah voilà, posons les briques de quelque chose de neuf. D'accord. Donc pas d'héritage, carte blanche pour décider d'un outillage pour démarrer ton projet data. Tout à fait, tout à fait. Et je propose que j'en parle un tout petit peu. Donc du coup,
Comme je l'ai dit, on est parti sur Google Cloud Platform. Donc, l'élément cœur qu'on utilise sur GCP, c'est BigQuery c'est BigQuery. On a bien évidemment la partie Google Cloud Storage dans lequel on va réceptionner toutes nos données. Qui dit stack moderne, on a tout est déployé via du Terraform. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune action qui est faite à la main via la console. C'est-à-dire que tout est automatisé. Et donc, qui dit automatisation dit chaîne d'intégration et de déploiement continu. Et donc là-dessus, on utilise GitLab CI/CD. Et ça, c'est un outil. Enfin, GitLab CI/CD, c'est pas un choix que j'ai fait. Enfin, même si je ferais le même, c'est global. C'est-à-dire que tout aujourd'hui, l'ensemble de nos projets sont stockés sous GitLab. C'est une recommandation du groupe, j'imagine. Ouais, oui. Enfin, c'est même une offre du groupe. Enfin, D'accord. on a un GitLab qui est managé, géré par le groupe, D'accord. auquel tout le monde utilise. On en a profité pour changer un petit peu notre démarche de production en ayant une démarche plutôt QD by design. Et donc là, le principe, c'est au lieu de constater les problèmes après coup, et là DBT va beaucoup nous aider dans ce sens-là, c'est de mettre en place des data tests au fil de la pipeline de données, de manière à ne pas propager des données erronées en sortie et d'être alerté au plus tôt des soucis. D'accord. Peut-être que tu peux nous préciser un petit peu les use cases qui t'ont été demandés, en fait, hein, Alors, à l'origine de ce projet. le premier justement, oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Le premier use case qu'on a mis en place, c'était un use case dont l'objectif est de détecter les clients fragiles. Donc on s'appuie sur les données d'appels, les durées d'engagement, etc. Enfin, tout un tas d'éléments qui peuvent nous permettre de détecter la fragilité d'un client. Et donc après, on score justement ces clients, et c'est utilisé dans divers services, donc aussi bien du marketing que pour les routages d'appels et ainsi de suite, pour améliorer notre relation client. D'accord, donc fragilité au sens churn, c'est-à-dire un client Au sens qui serait churn, susceptible exactement. de couper son contrat, en fait. C'est ça, exactement, D'accord. exactement. Donc ça, c'était le premier use case, et qui continue d'évoluer parce que c'est quelque chose qui vit tout le temps, hein. Enfin, on ajoute des nouvelles sources, enfin voilà, je pense que c'est un projet qui va continuer de vivre. Après, on en profite aussi pour vraiment beaucoup alimenter notre écosystème BigQuery avec les données de beaucoup de sources pour servir directement des data factory, des utilisateurs côté la direction entreprise France. Et là, le deuxième use case, enfin le deuxième gros use case qu'on est en train de produire, c'est la migration des campagnes marketing qui se faisaient on-premise et qui maintenant va basculer sur GCP. D'accord. En termes de volume, tu en parles peut-être, tout à l'heure, non? Tu as quelques indications? Alors on a, en volume, on est aux alentours, on n'est pas très gros, on est aux alentours de 50 téra, et en nombre de modèles sur DBT, on est à peu près un petit 800 modèles. Bon, ça va, 50 téra, ça commence à parler quand même. Oui, non, alors c'est parce que comparé à d'autres services chez Orange, je suis petit, voilà. D'accord, d'accord. Tu es un petit d'un géant, mais ton petit à toi, est quand même déjà très significatif. Voilà, peut-être, oui. D'accord, donc 50 téra, 800 modèles, OK. Donc ça s'est fait, tu as démarré ce projet, à quelle époque? Alors on a démarré il y a 2 ans à peu près. D'accord, donc DBT était déjà très, très mature, hein, parce que je faisais un témoignage, récent d'une société qui avait utilisé, DBT, enfin dans les années 2018-2019, c'était une V0, quelque chose. Donc voilà, tu es arrivé un petit peu plus tard avec un DBT déjà, plus sophistiqué. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, au moment où j'ai commencé à l'utiliser, alors c'était il y a peut-être un peu plus de 2 ans, on était en 1.2 de souvenir. D'accord, d'accord. Et ce choix de DBT, comment tu es, venu à ça? Tu as fait une analyse du marché ou tu t'es dit: «Tiens, ça a l'air d'être un leader, j'y vais» et
Comment ça se goupille? Alors, au départ, je l'avais pas choisi. C'est-à-dire qu'au départ, moi, je venais du monde grand public avant, sur lequel il y avait déjà des choses et je m'étais dit: «Bah, on va tenter de mutualiser, avec, ce qu'ils ont». Sauf que la différence, c'est qu'eux, ils étaient plus dans une phase de migration, donc avec un héritage d'un historique, et j'ai commencé comme ça. Et je me suis rendu compte que, vu la taille de notre équipe et ce qu'on était en train de mettre en place, c'était pas obligatoirement la bonne solution pour nous. On était nous on est une équipe à taille humaine, on est moins d'une dizaine, et j'avais le sentiment qu'on allait aller dans le mur. Donc j'ai posé le crayon, j'ai dit: «Heu, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux mettre en place, heu, qui justement, soit moderne?» Et donc là, à ce moment-là, effectivement, j'ai fait une petite analyse et il y avait à l'époque, il y avait pas beaucoup de concurrents à DBT. C'est-à-dire que SQL Mesh était encore, très en bêta, enfin, vraiment pas mature, et donc j'ai été vite assez séduit par DBT. L'outil en tant que tel, bon, pour être très réducteur, à l'époque en tout cas, c'était juste un outil qui faisait du templating de SQL, enfin, Ouais. avec un petit peu de lineage, mais enfin, on peut considérer que ça casse pas 3 pattes à un canard. Bah, Heu, c'est ça. Moi, ça m'a toujours, sidéré qu'un outil aussi simple, finalement, a eu autant de succès. C'est ça la clé, simplicité, SQL égale e succès. Exactement, mais je pense que le levier qu'il a eu, beaucoup de succès, c'est pas que l'outil en tant que tel, c'est tout ce qui va autour. Mmh mh. C'est-à-dire que, heu, c'est la documentation qu'ils produisent, aussi bien et dans 2 aspects. Le code que tu produis qui génère la documentation, ça enfin, alors j'en parle après, mais pour moi c'était vraiment un truc intéressant. Et le deuxième aspect, c'est que, ils ont documenté des bonnes pratiques, et ça, pouvoir, quand on monte un projet, heu, s'appuyer sur des bonnes pratiques, les enrichir ou, heu, enfin avoir ce guide, ça a une valeur inestimable pour moi. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence entre je fais entre guillemets, «comme je le pense» ou je suis des bonnes pratiques, qui du coup ont été discutées et ainsi de suite. Enfin, heu, la qualité du projet à la fin et la maintenabilité du projet, bah, ça change tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait du DBT et qui suit les bonnes pratiques, qu'il soit chez Orange, qu'il soit en dehors d'Orange, enfin il va pas être perdu et donc les gains derrière en maintenance, bah, ils sont non négligeables. Ouais, d'accord. Donc, les guidelines que tu as respectées au pied de la lettre, c'est ça? Ou tu as dû certainement adapter, quelques petites choses, pour, coller à ton projet? Alors j'ai fait l'erreur de pas les res enfin, alors, je les ai respectés tout de suite. C'est-à-dire que je les ai lus dès le départ. Par contre, je les ai pas validés tout de suite. Heu, mais oui, je les ai respectés. Enfin, ça a vraiment fait partie des choses qu'on a définies dès le départ de respect, enfin, dans le contributing sur le projet, dans le repo, on a dit: «Voilà, faut respecter toutes les guidelines». On a mis les indicateurs avec tout ce qu'on voulait respecter, les choix qu'on a fait justement qu'on voulait respecter. Ce qu'on a aussi défini, qui est pas là par contre dans les guidelines, DBT, c'est qu'on a suivi, l'architecture médaillon, sur comment on organise nos données, voilà aussi. Enfin la 1re étape, ça a vraiment été juste de définir nos fondations, de manière à ce que, après on ait un projet qui soit le plus structuré possible. D'accord. Alors en termes d'architecture médaillon, on parle de staging area, c'est ça? Donc tu as suivi des recommandations, de warehousing? Ouais, alors dans notre cas, nous, on a décliné un petit peu différemment, enfin différemment, je vais expliquer. C'est-à-dire qu'on a nos raw data files, donc qu'on va retrouver dans Cloud Storage, donc qu'on a associés à du bronze. Ces fichiers, on les remonte dans des tables de manière brute, donc on est à nos raw data files, on est toujours sur du bronze. Après, on va avoir ce qu'on appelle nos données préparées, et dans nos données préparées, c'est qu'on est toujours ISO source, sauf que là, on a commencé à ajouter
une certaine valeur dans le sens où un format de données, par exemple, si dans ta source, tu as reçu un format grégorien, le nombre de secondes depuis 1970, pour un utilisateur, c'est pas vraiment Ça super parle pas. agréable à utiliser, hein, on est Ouais, d'accord. d'accord, ouais. Donc là, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on va venir convertir dans des types qui font que c'est utilisable par tout le monde. On va aussi essayer de normaliser les noms de colonnes, c'est-à-dire que si on a une source A qui a une colonne qui s'appelle Toto et une source B dont la colonne s'appelle Titi, mais que fonctionnellement c'est la même donnée, eh ben on va faire en sorte que dans la couche prépared, les noms de colonnes soient uniformisés. Et donc là, on est sur, du coup, dans l'architecture médaillon, plutôt du silver. Et puis après, on va avoir nos couches d'au-dessus, la couche enriched, où on va vraiment apporter des informations business avec des jointures et des enrichissements, avec une vocation de réutilisation, donc transverse pour différents use cases. Et là, on est du coup sur une couche qui est plutôt gold. Et bien évidemment, les données d'usage, donc les données du use case, elles sont gold également. Voilà. D'accord. On parle beaucoup de semantic layer. D'ailleurs, DBT Labs a un composant de semantic layer. Donc tu n'as pas utilisé ce composant-là, Non, hein? Parce que non. tu es resté DBT Core only. Et tout à fait, tout à fait. C'est effectivement, on n'a pas aujourd'hui, on n'utilise pas DBT Cloud du tout. D'ailleurs, maintenant qu'ils ont appelé DBT Platform, on est en mode full open source et uniquement DBT Core. Ouais. Voilà. Et je vois, tu as utilisé des composants additionnels. Donc en fait, DBT seul ne suffisait pas. Alors, on a dans notre structure de projet, on a un entrepôt commun qu'on a appelé le Data Lakehouse, où on va retrouver justement les données prepared et les données enrichies. Et ben, j'ai des use cases qui sont dans des projets GCP différents et du coup dans des projets DBT différents également. Et nécessairement, j'ai besoin qu'il y ait un lien entre les deux. Ce que fournit DBT Mesh dans leur version managée, mais étant donné que nous, on était sur du DBT Core, je ne pouvais pas en bénéficier. Donc, ce qu'on utilise pour ça, nous, c'est DBT Loom. DBT Loom qui est juste une petite surcharge de, de, euh, de DBT. Donc, on a juste à l'installer. Et ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il via un fichier de config, on va lui donner le chemin d'un manifeste d'un autre projet et il va l'importer dans euh, dans le projet, par exemple, du use case qui a besoin des données du Data Lakehouse. Et ça va permettre, quand on fait une référence, de dire bah, la référence, elle n'est pas locale, elle est associée à tel projet et ça marche exactement comme le DBT Mesh avec les dependencies. Il fonctionne pareil. C'est juste D'accord. que c'est une surcharge à des DBT Core qui permet de faire ça. D'accord. Donc c'est un produit compagnon, en fait, qui Tout vient à fait. augmenter les fonctionnalités de DBT Core. D'ailleurs, avec toutes les annonces de DBT Labs et de la sortie de DBT Fusion, curieux de savoir ce que va devenir cet écosystème. Est-ce qu'il va assurer la compatibilité vers DBT Fusion? Ça peut être des questions à se poser, hein. Il y a de fortes chances que non. Il y a de fortes Mmh. chances que non, parce que aujourd'hui, bah, c'est des surcharges qui sont faites via du Python. Des PT Fusion, il y a une bonne partie de réécriture en Rust. Je ne sais, enfin, il y a, c'est justement, ça fait partie des interrogations. C'est tout l'écosystème autour de DBT Core pur. Comment il va perdurer dans le temps? C'est voilà. Ouais, Ouais, bonne question. Bah, ça, il y on le a, saura au fur et à mesure, hein, tout à fait. de la migration ou non des clients DBT Core vers, cette mouture DBT Fusion. Et après, dans les autres outils, enfin, si on reste sur l'écosystème global qu'on a ajouté les outils, on va dire, périphériques de DBT Core, on utilise aussi Elementary, qui permet d'avoir une observabilité sur nos données et sur l'ensemble des tests qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire que ça nous produit un dashboard de suivi enfin, que j'apprécie beaucoup et que mes utilisateurs finaux apprécient tout autant. Ouais. D'accord, donc ça, c'est quoi? C'est pour augmenter le lineage ou c'est du log, la gestion de log pur? On peut considérer, enfin, alors nous on le vend comme étant un portail de météo, grosso modo. Donc dans les faits, sur l'ensemble de tes modèles, tu vas avoir le résultat de l'ensemble des tests que tu as fait, enfin qui ont été appliqués sur les modèles, aussi bien les tests de fraîcheur que les tests de volumétrie, que les tests de qualité de données. Euh, et sur chacun des modèles ou des tests, euh,
tu as effectivement la possibilité de connaître les impacts. C'est-à-dire que quand tu es sur le lineage que DBT produit, il est également dans le board de Elementary. Et donc, je donne un exemple, tu as un cas de test qui n'est pas passé, en cliquant dessus, en cliquant sur le petit bouton lineage, et en faisant le plus à droite, et ben on va voir c'est quoi les conséquences de mon test qui n'est pas passé, qui j'ai impacté. Est-ce que j'ai impacté le use case A, B, C, enfin voilà. Donc c'est pour un utilisateur final, quand on lui dit dans telle table de staging, je me suis arrêté parce que j'avais plein de doublons, lui ça lui parle pas. Par contre, quand il va dans le lineage et qu'il regarde, il dit ah ouais, du coup ça impacte mon use case fragilité parce que si, c'est tout de suite plus parlant pour lui. D'accord. Alors, je vois aussi que tu as utilisé le scheduler de la plateforme. Ça suffit pour faire ton projet? Alors, là on a utilisé, oui, on a fait le choix dès le départ d'être le plus simple possible et donc on utilise effectivement Google Cloud Workflow et Google Cloud Scheduler pour la planification. Heu, dans le design de l'usage de DBT, on fait pas un DBT build complet de l'ensemble du projet. C'est-à-dire que dans nos règles de production, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des exposures dans DBT. Donc l'exposure, c'est à des fins documentaires au départ, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'on dit, cet ensemble de modèles, il est exposé pour tel cas d'usage. Et donc nous, on fait l'effort, en tout cas, d'avoir les exposures qui seront les plus à jour possibles et elles ne peuvent qu'être à jour parce que c'est notre unité d'exécution. C'est-à-dire que quand on exécute du DBT, on l'exécute sur une exposure en me disant tu prends tous les enfants de l'exposure. De manière à ce que. Donc on rafraîchit nos données pour un use case donné ou pour un service donné métier et ainsi de suite. Enfin, en tout cas, sur le scope d'une exposure. D'accord, d'accord. Peut-être une autre petite question qui me vient à l'esprit, le nom de l'outil, Google Dataform, en fait, qui est un peu l'équivalent de DBT. Tu as pu le tester? Tu t'es benchmarké par rapport à ça ou Alors, je l'avais testé alors, avant que Google, enfin au moment où Google l'a racheté. C'est-à-dire qu'avant de lancer notre projet côté B2B sur GCP, j'avais participé à des POC justement de la plateforme GCP avant pour faire nos choix. Et à cette époque, j'avais testé Dataform et je l'avais trouvé vraiment intéressant. Et je l'avais beaucoup apprécié, sauf que Google, ils ont gelé au moment où ils ont fait leur rachat, ils ont gelé le projet pendant plus de 2 ans. C'est-à-dire que il n'a pas évolué. Là où en réalité, par rapport à DBT, de mon point de vue, ils avaient une petite avance. Ils l'ont largement perdu depuis parce que ce rachat, il a tout gelé et du coup, l'écosystème autour de Dataform, il n'a pas grandi. C'est-à-dire que c'était un projet qui était, qui du coup s'est fermé dans le sens où suite au rachat de Google, il s'est, de mon point de vue, beaucoup trop fermé. Et donc, les équivalents de Elementary, de DBT Project Evaluator, de DBT Checkpoint, enfin tous les packages autour de DBT, etc., enfin qu'on va retrouver, enfin tout l'écosystème fourni par la communauté autour de DBT, elle n'est pas aussi riche côté Dataform. D'accord, d'accord. Il faudrait que je refasse le point, de savoir si ça a évolué ce projet Dataform. J'ai pas forcément suivi, ce composant-là particulièrement, mais il est souvent mis, en opposition de DBT, effectivement. Sur sa partie cœur, ils sont clairement concurrents. Enfin, c'est vraiment effectivement, ils répondent aux mêmes enjeux. Mais Clair. je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Et il y a effectivement toute la partie autour où là, moi, je trouve que DBT, il a une avance. Ouais, d'accord. Alors, à l'issue du projet, qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Est-ce que tu peux nous, livrer éventuellement, ton ressenti? Ouais, alors, enfin, moi, ce qui avait effectivement généré mon envie de passer à DBT, c'est clairement la doc générée parce que avoir une doc qui est générée à partir du code, ça nous garantit d'avoir une doc qui est à jour et c'est pas une charge en plus de produire la doc. Le lineage fourni par DBT, il est vraiment intéressant. Et aujourd'hui, que ce soit ma doc ou mon lineage, enfin de toute façon c'est lié. Tout ça c'est généré automatiquement par mes pipelines de CI/CD. C'est-à-dire que quand
réalise une contribution sur GitLab, à partir du moment où ça arrive sur la branche main, donc la branche de production, bah, j'ai ma doc qui est mise à jour automatiquement via ma chaîne de CI/CD et qui est publiée sous forme de GitLab Pages. Donc, j'ai la garantie de fournir à mes utilisateurs finaux une doc qui est le reflet de ce que j'ai en prod et qui est à jour. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les nombreux outils communautaires qui existent et auxquels d'ailleurs on a contribué. C'est-à-dire que j'ai contribué, j'ai des pull requests sur Elementary, sur DBT Loom, sur DBT Core aussi d'ailleurs, sur la génération de doc justement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, la communauté avec justement tout ce côté recommandation et facilité aussi de trouver des gens qui connaissent. C'est-à-dire que les échanges avec tout le monde pour s'améliorer, c'est plus facile d'avoir quand un produit est massivement utilisé et facilement accessible, de trouver des axes d'amélioration ou de découvrir des nouveaux outils communautaires grâce à la communauté. Ouais, d'accord. Surtout que la montée en puissance sur DBT semble pas inaccessible, hein. Ça a l'air d'être à la portée de quasi tout le monde, hein. Tout à fait. Étant donné que, encore une fois, on va être un peu réducteur, mais de base, c'est juste du templating de SQL. Donc, à partir Ouais. du moment où on sait faire du SQL et qu'on comprend un peu les modes de fonctionnement du templating, l'arrivée dans DBT est facile. Alors après, quand on veut commencer à aller un petit peu plus loin et, surcharger des macros et customiser le fonctionnement de base de DBT, là, ça nécessite effectivement de rentrer un peu plus dedans. Mais en tout cas, de premier abord, c'est un outil qui est simple. D'accord. Effectivement, tu as eu des manques que tu as complétés par toi-même. Tu es descendu dans le SQL pour aller rajouter des choses. Tout à fait. C'est-à-dire que dans les éléments qui, moi, m'ont posé problème dès le départ, ça a été la gestion des snapshots de DBT, sur lequel j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de défauts. Je vais en donner quelques-uns. C'est-à-dire que, par exemple, en entrée, il attend il se comporte pas pareil si on lui donne 3 photos qu'on traite une par une ou les 3 photos d'un coup. Enfin, en réalité, il n'est pas capable de gérer les 3 photos d'un coup. Le côté, il est pas idempotent. Donc ça, c'était un des problèmes que j'avais avec la gestion des snapshots. Le deuxième, c'était que l'historisation qui est faite, donc les dates de début, dates de fin, donc DBT valid from, DBT valid to, ils étaient produits à partir de la date d'exécution, hein, donc, et pas à partir d'une date fonctionnelle qu'on trouve dans la table source. Et ça me D'accord. posait un vrai problème. Parce que si j'ai une source qui m'envoie une donnée avec un jour de retard, moi, je veux que l'historisation, elle soit en fonction de, de fonctionnellement réellement ce que j'ai eu et pas en fonction de quand moi je le traite. Donc ça c'était donc voilà. Donc et puis c'était du SCD de type 2 ou 3, je sais plus. Enfin, donc moi effectivement ça, la gestion des snapshots, on l'a dès le départ, hein, on l'a surchargé de manière à être en mode hybride en SCD de type 7 et que je sois capable de gérer si j'ai tout un tas de photos en entrée, de le gérer en un coup en mode reprise et que j'ai le même résultat que si je suis en nominal et que je les ai reçus une par une. D'accord, d'accord. Donc ça, c'est en termes d'ampleur de customisation, c'est quoi? C'est quelques jours, quelques semaines? Il y a, ouais, alors oui, alors plus que quelques jours. On est plutôt la semaine quand même, hein. Enfin, quelques semaines, ouais. Ouais. C'est D'accord, pas des mois, mais effectivement, il y a eu, ouais, c'est quelques semaines. d'accord, d'accord, d'accord. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois finalement maintenir, hein, de ton côté. Tout à fait, tout à fait. Et en plus, depuis, ils ont corrigé des lacunes qu'ils avaient. Et donc ça, d'ailleurs, c'est dans mon backlog, ça fait partie des choses. Il faut que je réduise ma dette technique par rapport à ça parce que moi, je les avais réécrits dès le départ. Et donc, il y a des éléments qui ont évolué de leur côté. Et donc, il faut que moi, je regarde pour retirer des portions de code que j'ai écrits pour m'appuyer sur les leurs de manière à justement bénéficier des futures évolutions de leur part. Enfin, éviter d'avoir trop de code custom. D'accord. Alors tu parlais de 800 modèles, ça se gère facilement en termes de gouvernance, 800 modèles?
Aujourd'hui, on n'a pas de enfin, oui, j'ai pas de alors, on a la chance aussi, que dans l'organisation, on n'est pas beaucoup de contributeurs. Donc oui, le on n'a pas de problème de gouvernance vis-à-vis de nos modèles. Parce qu'on a défini dès le départ aussi toutes nos règles. D'accord, d'accord, d'accord. Donc ça reste gérable à ton niveau, Tout à fait. et pour l'équipe, globale, hein. D'accord. Gestion de la non-concurrence, Alors, qu'est-ce que tu veux ouais, dire par là? je vais expliquer. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, heu notre scope d'exécution, c'est une exposure. Et donc, je peux avoir deux exposures différentes qui vont s'appuyer sur le même modèle. Si on fait rien, par défaut, vu que moi, mon mode d'exécution, c'est que c'est des cloud runs qui sont orchestrés par du cloud workflow et du cloud scheduler, bah, chaque exécution vit sa vie indépendamment sans connaître la deuxième, sans connaître l'autre. Et donc, ça présente un risque parce que ce soit, bah, que je produise des doublons ou enfin que le même modèle soit rafraîchi au même moment par mes 2 traitements par mes 2 traitements. Et donc là, ce qu'on a rajouté, c'est une petite surcouche. Donc ça, c'est pas vraiment au niveau de DBT, c'est au niveau des entry points de nos images dans CloudRun. Heu, on on commence par faire un DBT list, de l'exposure, ce qui nous permet d'avoir la liste de tous nos modèles qui vont être impactés. On le remonte dans une collection dans Firestore, et donc l'exécution d'à côté, elle va regarder, est-ce que dans cette collection, j'ai des choses en commun? Et si j'en ai, j'attends que la première soit terminée avant de démarrer. Et de manière à éviter tout risque de collision entre deux traitements qui utiliseraient les mêmes données, enfin, qui alimenteraient les mêmes données. D'accord. En termes de roadmap, tu penses à quoi, la V2 de ce projet-là? Il y a des choses déjà, qui sont pensées? Alors, là aujourd'hui, dans les grosses, enfin dans les sujets sur lesquels on travaille, c'est ce que, alors j'ai dit que j'ai ajouté modifié, il y a mon histoire de mon ménage des objets créés par DBT. Aujourd'hui, un des défauts qu'on a avec DBT, c'est que quand on a des modifications de nommage, DBT, il est très bien pour créer des nouveaux modèles. Par contre, il va pas gérer la, bah, l'obsolescence des anciens et la suppression des anciens. Et donc là, nous, justement, enfin, par rapport à nos 800 modèles, bah, bien sûr qu'on a eu une vie ils ont tous eu une vie importante. Et donc, aujourd'hui, dans mes projets GCP, j'ai trop de, de tables ou de vues qui sont devenues orphelines et qui ne sont plus rattachées à des modèles DBT, et c'est compliqué d'avoir un audit là-dessus. Et donc ça, c'est un travail sur lequel on est en train de travailler. Alors c'est quasi fini, mais et c'est un au final, c'est un gros sujet de bien faire euh, le ménage des renommages, tout en ayant le, le besoin parfois de conserver quelque chose, parce que pour des comparaisons, enfin, on peut pas tout supprimer tout de suite. D'accord, donc on en revient à ces histoires de gouvernance, hein, Tout à fait. effectivement. D'accord, d'accord. Je vois que le temps file. Le mot de conclusion de ton côté? Euh, Alors moi, enfin, si j'ai un conseil à donner pour ceux qui se lancent, et ben, c'est de prendre le temps avant d'accélérer. C'est-à-dire que de vraiment poser dès le départ toutes les toutes les bonnes pratiques, les bases, mettre en place des outils type DBT Project Evaluator dès le départ, parce que à essayer d'aller trop vite tout de suite, on ralentit par rapport justement à poser bien les briques de départ. D'accord, tout à fait, d'accord avec toi. Donc évaluation, démarche, qualité by design, collaborer, rester à jour. Effectivement, tu en as parlé déjà, plus ou moins. La veille, alors DBT Fusion, on en reparlera plus tard quand, le produit sera vraiment, disponible et que tu auras peut-être, jeté un œil sur comment migrer, si c'est la question. Aujourd'hui, alors, aujourd'hui déjà, il est en bêta, il est enfin, il est pas en GA, il est encore en bêta. Et aujourd'hui, comme ça là, je suis plutôt mitigé. Parce que je suis attaché à l'open source et que ils ont changé la licence malgré tout. Je comprends, ils ont une volonté bah, de gagner de l'argent enfin voilà, et c'est légitime. Moi,
je commence à avoir des inquiétudes vis-à-vis justement de ce qui m'avait motivé à y aller, c'est-à-dire le côté, tous les outils communautaires, on sent qu'ils veulent recentrer le business sur DBT Labs, et c'est enfin le va falloir que le curseur soit au bon endroit, pour que la mayonnaise continue de prendre parce que sinon ça va être il y a un risque. Là, ils sont en train de prendre un risque. Ouais, effectivement, c'est un vrai shift à voir sur les prochaines semaines, enfin prochains mois. Comment, si les clients existants DBT Core vont être séduits et vont migrer vers Fusion, à voir effectivement. Bah, écoute, merci, ça nous fera l'objet d'un épisode numéro 2. On se retrouve peut-être dans plusieurs mois. Je crois que tu avais encore un dernier slide, éventuellement? Non, non, c'était tout. Voilà, C'était c'était pour le remercier, de le ouais. Écoute, merci à toi. Moi, je note que ce chemin de migration vers DBT Fusion, va falloir qu'on en reparle, voir quels sont tes avis. Voilà, ça peut être l'objet d'une séance numéro 2. En tout cas, merci pour ce débrief sur ce projet-là. Je vois que tu es pleinement satisfait de ce que tu as fait aujourd'hui, et tout à que fait. c'est fonctionnel. Ouais et merci à toi de m'avoir reçu. Bah, écoute, à très bientôt.